dégâts. نزل لك تعليق بس عشان اتحمل. نثبتها هذيك نخليها الفتحة هكا باش يتم نعطيك تاع en même temps c'est bon on maximize le son. Donc bonjour. Alors bonjour, c'est professeur Menewi, c'est pour commencer le CD avec moi, avec un premier cas clinique. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Alors rebonjour, est-ce que c'est mieux maintenant? Vous m'entendez mieux? Est-ce que c'est mieux? On peut commencer? Vous entendez mieux là? Voilà, donc nous allons commencer par le premier cas clinique et je vous demanderai d'interagir en même temps, comme ça on pourra, ce sera plus riche et plus instructif pour vous. Donc, c'est une jeune femme de 25 ans qui est adressée en hématologie pour exploration d'un épistaxis qui persiste depuis 24 heures. À l'examen clinique, on retrouve une température à 38 degrés Celsius, un purpura pétéchial et échymotique étendu et une pâleur cutanéo-muqueuse. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Est-ce que c'est mieux là maintenant? Ça va mieux? Je peux continuer? C'est bien là maintenant? Vous avez l'énoncé devant vous? D'accord, donc on continue. Alors, sur la base de ce que j'ai donné comme éléments cliniques, quels sont les diagnostics à évoquer? Donc, c'est une jeune femme qui est adressée en hématologie pour un syndrome hémorragique pour exploration d'un épistaxis qui évolue depuis 24 heures. Donc, c'est un syndrome hémorragique aigu. Alors, quels sont les diagnostics qu'on peut évoquer chez cette patiente? Avec à l'examen clinique, une température à 38 degrés Celsius, ça veut dire qu'elle a de la fièvre,
un purpura pétéchiale et échymotique étendue, donc elle a non seulement de l'épistaxis, mais des hémorragies cutanées, et elle a un syndrome anémique. Donc, quels sont les diagnostics à évoquer? Est-ce que quelqu'un peut déjà mettre une réponse? Oui, elle a un problème dans l'hémostase primaire, d'accord, mais elle a également, faites attention, elle a également de la fièvre et elle a un syndrome anémique. Donc, ces trois syndromes, quand ils sont groupés, on appelle cela un syndrome d'insuffisance sanguine. Donc, syndrome anémique, syndrome hémorragique et de la fièvre, donc syndrome infectieux. Alors, quels sont les diagnostics qu'on pourra évoquer chez cette patiente? On peut évoquer d'abord une aplasie médulaire. Pourquoi? Sur la présence du syndrome d'insuffisance sanguine que je viens de citer, c'est-à-dire syndrome infectieux exprimé par la fièvre, syndrome anémique exprimé par la pâleur cutanéo-muqueuse et syndrome hémorragique cutanéo-muqueuse. On peut également évoquer un purpura thrombopénique. Pourquoi? Parce que la malade a un purpura pétéchial et échymotique étendu et qu'elle a un épistaxis. Et on peut aussi évoquer une leucémie aiguë sur la base du syndrome d'insuffisance sanguine. Et là, j'insiste, il faut toujours évoquer une leucémie aiguë chez un patient qui saigne. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas de syndrome tumoral, je vous ai dit dans le cours qu'il y avait deux syndromes dans le tableau clinique de leucémie aiguë, le syndrome d'insuffisance sanguine et le syndrome tumoral. Le syndrome d'insuffisance sanguine qui est secondaire à l'étouffement des lignées normales par la prolifération de cellules malignes au niveau de la moelle qui sont les blastes. Donc ces blastes, cette prolifération de blastes va étouffer les lignées normales, c'est-à-dire la lignée érythrocytaire, et donc ça va s'exprimer par de l'anémie. Elle va étouffer la lignée mégakaryocytaire, ça sera donc de l'hémorragie, donc un taux de plaquettes diminué, donc uniquement un purpura pétéchial et des hémorragies muqueuses. Et un taux de polynucléaire effondré, donc une lignée granulocytaire étouffée qui va expliquer le problème infectieux. Donc, dans une leucémie aiguë, on a un syndrome d'insuffisance sanguine expliqué par la prolifération de blastes au niveau de la moelle osseuse qui vont étouffer les lignées normales. Et ces cellules malignes vont circuler, vont passer dans le sang et vont aller coloniser les autres organes. Et c'est ce qui explique l'apparition de syndrome tumoral. Mais le syndrome tumoral n'existe pas toujours, c'est-à-dire que quand il n'y a pas encore envahissement des autres organes hématopoïétiques, on peut ne pas avoir un syndrome tumoral. Et donc, la leucémie aiguë doit être évoquée devant un syndrome d'insuffisance sanguine, même s'il n'y a pas de syndrome tumoral. Donc, c'est un élément à garder en tête. Je continue. Quels sont les examens que vous allez demander pour avancer dans le diagnostic? Donc, nous avons un syndrome d'insuffisance sanguine qui nous a fait évoquer trois diagnostics possibles, une aplasie médulaire, un purpura thrombopénique ou une leucémie aiguë. Pour avancer dans le diagnostic, qu'est-ce que je dois demander comme examen? Alors, est-ce que je patiente, vous répondez s'il vous plaît, qu'est-ce que vous allez demander comme examen? Avant de demander le médulogramme, il y a un examen plus simple que le médulogramme. C'est l'hémogramme, c'est-à-dire la numération de la formule sanguine avec le frottis sanguin. Parce que c'est d'abord, on commence toujours par l'examen le plus simple et ensuite on va au plus compliqué. Donc, on va demander, les examens qu'on va demander, on va demander une numération de formule sanguine avec un frottis sanguin et un médulogramme, les deux. Donc, numération de formule sanguine avec frottis sanguin et fonction de la moelle osseuse. Alors, les résultats des examens demandés. Donc, vous avez d'abord la numération de la formule sanguine qui donne ces chiffres-là. Donc, on a un taux de globules rouges à 2 500 000 éléments par millimètre cube. Vous avez un taux d'hémoglobine à 8 grammes par décilitre, un taux d'hématocrite à 23%, un taux de réticulocyte à 0,8%,
Le taux de plaquettes est à 5000 éléments par millimètre cube, le taux de globules blancs à 4000, avec un équilibre leucocytaire qui est donné, et on vous donne un taux de blast à 80%. Avant de continuer, l'hémogramme doit être interprété. Alors, je vous laisse le loisir de faire les calculs et vous allez me donner les résultats. Je vous donne quelques minutes et vous me donnez, s'il vous plaît, les résultats. Alors, quand on interprète un hémogramme, on a dû vous le dire déjà, on commence d'abord, bien sûr, on regarde le sexe, l'âge du patient. Là, il s'agit d'une jeune femme. Et donc, on commence toujours par la lignée érythrocytaire. Et donc, vous avez une femme de 25 ans qui a un taux d'hémoglobine à 8 grammes et un taux d'hématocrite à 23%. Donc, il s'agit d'une anémie. Chaque fois qu'il y a une anémie, il faut la caractériser. Il faut la caractériser en calculant les indices hématimétriques. Alors, les indices hématimétriques, vous avez le VGM, le volume globulaire moyen, qui est le rapport hématocrite sur le taux de globules rouges en millions fois 10. Et le VGM nous renseigne sur la taille du globule rouge. Et normalement, chez cette patiente, quand on fait le calcul hématocrite sur taux de globules rouges, normalement, vous devriez trouver un taux le VGM devrait être à 92 femtolitres, qui nous donne donc une anémie normocytaire, c'est-à-dire une anémie avec des globules rouges qui sont de taille normale. Maintenant, le deuxième indice hématimétrique qu'on est obligé de calculer, c'est la CCMH, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, qui est le rapport hémoglobine sur hématocrite fois 100. Et donc là, vous avez normalement, vous calculez et vous allez trouver normalement un taux qui est à 34. Et donc, c'est une anémie qui est normocytaire, normochrome, arégénérative. Alors là, la régénération, c'est le taux de réticulocytes. Vous avez là une valeur relative. Il faut calculer la valeur absolue, c'est-à-dire faire la règle de 3 et rapporter ce taux de réticulocytes au taux de globules rouges, qui va nous donner un taux de réticulocytes inférieur à 120 000 éléments par millimètre cube. Et donc, c'est une anémie arégénérative, donc anémie normocytaire normochrome arégénérative. D'accord? Le taux de réticulocytes en valeur absolue est de 20 000 éléments par millimètre cube, donc c'est une anémie arégénérative. Je continue l'interprétation pour les réticulocytes. Oui, c'est quoi la question? Les réticulocytes, c'est calculer, faire la règle de 3. En pourcentage, c'est la valeur relative. En valeur absolue, il faut le calculer en faisant... Ah bon, vous savez pas comment calculer? Normalement, il faut faire la règle de 3 en mettant pour 100 globules rouges, nous avons 0,8. Pour 2 500 000 globules rouges, nous aurons X, et donc la règle de 3, c'est 0,8 fois 2,5 avec les puissances, et ça vous donne 20 000 éléments par millimètre cube. D'accord? 20 000 éléments par millimètre cube. Quand il y a une anémie, 20 000, c'est un taux qui est très bas, et donc c'est une anémie arégénérative, parce que quand il y a une anémie, il faut que le taux soit supérieur à 120 000 éléments par millimètre cube pour parler d'anémie régénérative. On continue l'interprétation. Vous avez un taux de, normalement, après la lignée érythrocytaire, c'est la lignée leucocytaire. Vous avez un taux de blanc qui est à 4000 éléments, c'est un taux qui est normal. Et vous avez l'équilibre leucocytaire qui vous donne des polynucléaires neutrophiles à 10%. Et là aussi, il faut calculer la valeur relative, la valeur absolue, pardon, un taux de lymphocytes à 8% et un taux de monocytes à 2%. Mais ce qui frappe, c'est qu'il y a surtout un taux de blast à 80%, donc un taux de cellules jeunes qui est prédominant à 80%. Et quand vous allez calculer la valeur absolue du taux de polynucléaire, vous allez vous rendre compte que le taux de polynucléaire est à 400, et donc il s'agit d'une neutropénie, avec une lymphopénie
Et chaque fois que vous avez un équilibre comme ça, donc il faut toujours calculer les valeurs absolues. Le taux de plaquettes, vous avez un taux de plaquettes à 5000 éléments par millimètre cube. 5000, c'est un taux qui est très très bas, donc c'est une thrombopénie sévère. Donc je reprends pour l'interprétation de l'hémogramme, vous avez une anémie normocytaire normochrome A régénérative, vous avez un taux de globules blancs qui est normal, mais vous avez une neutropénie et vous avez un taux de plaquettes qui est très bas, donc une thrombopénie sévère. Anémie plus thrombopénie plus neutropénie, ça donne pancytopénie. Donc le taux de globules blancs qui est normal ne veut pas dire qu'il s'agit de globules blancs normaux. Vous avez vu que sur ces 4000 globules blancs, il y a 80% qui sont des cellules anormales, des cellules jeunes malignes, des blastes. Donc, un taux de globules blancs normal n'élimine pas une leucémie aiguë. On est bien d'accord. C'est l'équilibre leucocytaire, c'est le frottis sanguin qui est très important. Je continue, s'il n'y a pas de questions. Le frottis sanguin, donc, il décrit des cellules jeunes de taille moyenne avec noyau nucléolé et un cytoplasme granuleux avec présence de bâtonnets. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Vous m'entendez mieux ici, comme ça? D'accord, donc je continue de cette façon, je vais rapprocher le micro. Donc le frottis sanguin décrit la présence de cellules jeunes de taille moyenne avec noyau nucléolé, cytoplasme granuleux avec bâtonnet. Ça vous évoque quoi ça? Est-ce que vous pouvez me dire à quoi vous pensez quand on vous décrit ce type de cellules? D'accord, c'est une leucémie aiguë, mais de quel type de cellules? Vous savez que dans les leucémies aiguës, il y a deux grandes classes. Il y a les lymphoblastiques et les myéloblastiques. D'après la description des blastes au frottis sanguin, vous pensez à quel type de leucémie? C'est une leucémie aiguë de quel type? Très bien, myéloblastique. Donc, là, la description des cellules au frottis sanguin évoque un myéloblaste. Pourquoi? Parce que déjà, les cellules, elles sont de taille moyenne. Le lymphoblaste est en général une cellule de petite taille. Le noyau nucléolé, ça veut dire que c'est des signes de jeunesse cellulaire, mais surtout l'élément le plus important, c'est que le cytoplasme est granuleux et que ces granulations sont en train de s'organiser en bâtonnets. Et donc ça, c'est ce qui permet d'évoquer le diagnostic de myéloblaste. D'accord? Donc, il s'agit d'une leucémie aiguë myéloblastique. Quel diagnostic donc allez-vous retenir? C'est le diagnostic d'une LAM, leucémie aiguë myéloblastique. Alors, quels sont les examens qu'on va demander pour confirmer le diagnostic? Donc, nous avons fait le frottis sanguin, nous avons fait la moelle osseuse et nous allons confirmer le diagnostic par quels examens? C'est les colorations cytochimiques. Et la coloration cytochimique qui est utilisée pour confirmer le diagnostic d'une leucémie aiguë myéloblastique, c'est le noir soudan qui devient positif. Et on complète par l'immunophénotypage, par la cytométrie en flux. Je vous ai expliqué pendant le cours que la cytométrie en flux, c'était un examen particulier qui permettait à partir d'un prélèvement sanguin d'analyser les caractéristiques immunologiques de chaque type de cellule et donc de reconnaître la cellule par ses caractéristiques immunologiques. Et donc cet examen va confirmer la nature myéloblastique des cellules analysées. Quel est l'examen qu'on demande pour évaluer le pronostic de cette leucémie aiguë myéloblastique? Est-ce que vous pouvez répondre? Dans le cadre de l'évaluation du pronostic.
Alors, quel est l'examen qu'on demande pour évaluer le pronostic? Non, ce ne sont pas les examens biochimiques. Les examens biochimiques sont demandés pour évaluer le retentissement de la leucémie, parce que les examens biologiques, c'est le bilan rénal, c'est le ionogramme, c'est la calcémie, etc. Et ça nous renseigne sur le retentissement de la prolifération de ces cellules malignes, c'est-à-dire des complications à type d'hyperuricémie ou de troubles ioniques à type d'hyperkaliémie, d'hypocalcémie, etc. Mais l'examen qui permet d'évaluer le pronostic de la maladie, c'est le karyotype, c'est-à-dire l'étude cytogénétique, c'est l'étude des anomalies des chromosomes. Donc, on va demander un karyotype médulaire, c'est-à-dire on va enlever du sucre médulaire, faire un prélèvement de sucre de la moelle osseuse et l'adresser au laboratoire de cytogénétique pour rechercher des anomalies chromosomiques. Pourquoi? Parce que dans les anomalies chromosomiques, il y a différents types. Il y a des anomalies chromosomiques qui sont de bons pronostics, il y a des anomalies chromosomiques qui sont de pronostics intermédiaires, et il y a des anomalies chromosomiques qui sont de mauvais pronostics. Et quand le malade a une anomalie de mauvais pronostic ou de pronostic intermédiaire, il faut rapidement lui proposer une greffe de moelle osseuse parce que c'est le seul moyen d'améliorer le pronostic de la maladie. Alors, quelle est la conduite pratique? C'est-à-dire quand on reçoit un patient, on est dans une structure périphérique et qu'on reçoit un patient qui a cette symptomatologie, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Donc, la conduite pratique, c'est surtout le traitement symptomatique qu'on vous demande, c'est-à-dire le traitement que vous allez faire au patient pour le préparer à recevoir la chimiothérapie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr demander l'hospitalisation de la patiente. On va procéder à l'isolement. Pourquoi l'isolement? Parce que c'est une patiente qui a une neutropénie et donc qui risque d'attraper n'importe quelle bactérie ou quel germe. Et donc, il faut l'isoler. Il faut préconiser des règles hygiéno-diététiques, surtout une alimentation stérile et des lavements de bouche, etc. Il faut faire des hémocultures parce qu'elle est fébrile et donc il faut rechercher des germes. Il faut rechercher un foyer infectieux en demandant une radio du thorax et en faisant des prélèvements de gorge. La patiente ayant une anémie, il faut la transfuser par des phyloglobulaires isogroupe, isorésus. Elle a un syndrome hémorragique avec une thrombopénie sévère, donc il faut la transfuser par des concentrés plaquettaires. Elle est infectée, donc il faut mettre une antibiothérapie à large spectre. Et comme elle est candidate pour recevoir de la chimiothérapie, donc il faut faire une hyperhydratation et associer un médicament uricolytique. Pourquoi un uricolytique? Parce que nous allons entraîner avec la chimiothérapie une destruction des cellules malignes. Ces cellules malignes vont libérer leur contenu cellulaire, le contenu de leur noyau, c'est-à-dire de l'ARN. Et donc cet ARN va se dégrader en acides aminés. Les acides aminés vont se dégrader pour donner de l'acide urique et cet acide urique qui va être très augmenté peut précipiter au niveau du rein et donner des lithiases rénales. Donc c'est pour ça qu'on associe toujours chez tous les malades qui doivent recevoir une chimiothérapie cytoréductrice, donc qui va diminuer le nombre de cellules malignes, qui va tuer des cellules malignes. Tous ces patients doivent recevoir une hyperhydratation associée à un médicament uricolytique qui est l'allopurinol. Et dans ce cas, nous donnons une dose qui n'est pas très forte, 300 mg, parce que la patiente n'a pas un taux de globules blancs qui est très élevé. Mais si elle avait une hyperleucocytose avec un taux de blanc très élevé, on serait obligé de donner une forte dose d'allopurinol, c'est-à-dire 600 mg par jour. Donc voilà pour ce cas clinique. Avant d'entamer le deuxième, je vais vous demander si vous avez des questions à poser. Oui, l'hyperleucocytose dans les leucémies aiguës est un élément de mauvais pronostic, effectivement, parce que l'hyperleucocytose, quand il s'agit d'une hyperleucocytose majeure, c'est-à-dire quand le taux de globules blancs dépasse 200 000 ou 150 000, parce que des fois dans une leucémie aiguë, on peut avoir des hyperleucocytoses majeures avec un taux de globules blancs qui dépasse les 150 000,
Il y a des complications liées à cette hyperleucocytose qui sont la leucostase, c'est-à-dire qu'un taux de globules blancs qui est très élevé, un taux de cellules qui est très élevé va avoir du mal à circuler et on peut avoir une leucostase cérébrale qui va s'exprimer par des troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'au coma et on peut avoir aussi des leucostases pulmonaires qui vont s'exprimer par des dyspnées, ça peut aller jusqu'à la détresse respiratoire aiguë qui peut entraîner le décès du patient. Donc l'hyperleucocytose dans les leucémies aiguës, qu'elles soient dans les LAL ou dans les LAM, c'est un élément de très mauvais pronostic. Alors la question, le syndrome d'insuffisance sanguine, il est dû à quoi, c'est ça? Le syndrome d'insuffisance sanguine, il est dû à l'étouffement, dans la leucémie aiguë, il est dû à l'étouffement des lignées normales par la prolifération de cellules malignes qui sont les blastes. La moelle étant occupée par des cellules malignes qui sont des blastes, les autres lignées sont étouffées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fabrication de plaquettes par les mégacaryocytes, il n'y a plus de fabrication de globules blancs normaux, donc toute la lignée granulocytaire est étouffée, il n'y a plus de promyélocytes, de myélocytes, de métamyélocytes, donc la prolifération est bloquée au stade de blast. Et il y a également étouffement de la lignée érythrocytaire, donc il n'y a pas assez de globules rouges qui sont fabriqués, c'est pour ça que le patient va faire un syndrome d'insuffisance sanguine. Alors, vous n'avez pas compris comment on calcule la valeur absolue du taux de réticulocytes. C'est une règle de 3. J'ai dit, on fait une règle de 3 en disant pour 100 globules rouges, j'ai le taux de réticulocytes qu'on vous a donné, c'est-à-dire 0,8%. Pour 100 globules rouges, j'ai 0,8. Pour 2 millions, 10 puissance 6, 2 500 000 globules rouges, j'aurai X. Et donc, je fais ma règle de 3, 2,5 10 puissance 6 fois 0,8 sur 100, et vous allez avoir 20 000. Donc, en faisant votre opération, vous allez trouver un taux de réticulocyte à 20 000 éléments. Donc, il s'agit d'une règle de 3. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser avant de passer au deuxième cas clinique? Vous n'avez pas d'autres questions? Je peux passer au deuxième cas clinique pour tout le monde. C'est bon? Vous n'avez pas de questions sur les leucémies aiguës ou la plasie médulaire parce qu'on va passer à un cas clinique sur autre chose. Alors, la cytaphérèse ou la plasmaphérèse, c'est pas la cytaphérèse ou la cytaphérèse est utilisée quand on a des taux de cellules circulantes qui sont très très élevés et qu'on est obligé de faire une épuration. C'est comme si le patient faisait une épuration rénale. Donc on fait passer le sang du patient par un appareil et on élimine l'excès de cellules. C'est ça la cytaphérèse. C'est éliminer un excès de cellules pour essayer de diminuer le taux de cellules circulantes dans le sang par un appareil. La plasmaphérèse, c'est pareil. C'est pour nettoyer le plasma de toutes les molécules qui peuvent, par exemple, les auto-anticorps, etc. Donc, je vais passer au deuxième cas clinique. Voilà, on peut y aller pour le deuxième cas clinique. Ok, nous allons commencer. Alors, c'est un patient qui est âgé de 32 ans, qui consulte pour une adénopathie cervicale droite évoluant depuis 2 mois. Dans ses antécédents, il n'y a rien de particulier et notamment, il est vacciné au BCG. À l'examen clinique, on a trouvé une adénopathie cervicale droite basse de 3 cm de diamètre qui est ferme, indolore et mobile, avec une adénopathie susclaviculaire droite de 2 cm de diamètre. La rate n'est pas palpable, la flèche hépatique est à 10 cm et il n'existe pas de fièvre, ni de sueur, ni d'amaigrissement. Alors, quel diagnostic évoquez-vous? Je vous laisse un peu réfléchir avant de mettre la réponse. Essayez de me répondre quels sont les diagnostics que vous allez évoquer.
Lymphome non-Hodgkinien, oui, c'est possible. Et encore, il n'y a pas seulement que le lymphome non-Hodgkinien qu'on peut évoquer. Alors, quel diagnostic alors, lymphome hodgkinien, oui, d'accord. Alors, leucémie aiguë, non. Leucémie aiguë, pourquoi c'est non? Parce que si vous voyez bien dans l'intitulé, l'adénopathie évolue depuis 2 mois. Donc, c'est une adénopathie chronique. Or, dans la leucémie aiguë, la symptomatologie, elle est aiguë. Elle ne peut pas évoluer comme ça à bas bruit sur 2 mois. La LLC, pourquoi la LLC n'est pas retenue, la leucémie lymphoïde chronique? Parce que la leucémie lymphoïde chronique, c'est une hémopathie maligne, c'est un cancer du sang qui touche le sujet âgé, donc sujet âgé de plus de 50 ans, avec sur le plan clinique des polyadénopathies généralisées bilatérales et symétriques. Ce n'est pas du tout le tableau. L'âge n'est pas en faveur et le tableau clinique n'est pas en faveur. Donc, les deux diagnostics que vous avez évoqués, lymphome non-Hodgkinien, je suis d'accord, lymphome Hodgkinien, je suis d'accord, mais il y a également une pathologie bénigne qui est très fréquente chez nous, qu'on est obligé d'évoquer devant toute adénopathie chronique. Adénopathie chronique, c'est adénopathie qui évolue depuis plus de 1 mois. Hein. Et donc, devant toute adénopathie chronique qui évolue depuis plus de 1 mois, je suis obligé d'évoquer d'abord, en premier lieu, une tuberculose ganglionnaire. Donc, les 4 diagnostics à évoquer devant une adénopathie chronique qui évolue depuis plus de 1 mois et dont le diamètre dépasse 1 cm, parce que quand le diamètre est inférieur à 1 cm, on parle d'adénopathie infracentimétrique, et donc dans ces cas-là, en général, on ne tient pas compte. Mais l'adénopathie qui doit nous inquiéter, son diamètre doit dépasser 1 cm et elle doit évoluer depuis plus de 1 mois. Et donc, devant une adénopathie chronique dont le diamètre dépasse 1 cm, on doit évoquer 4 diagnostics. La tuberculose ganglionnaire, très fréquente en Algérie, le lymphome de Hodgkin, le lymphome non-Hodgkinien et surtout également une métastase ganglionnaire d'un cancer locorégional. Voilà les 4 diagnostics à évoquer devant une adénopathie chronique. Quels examens allez-vous demander pour avancer dans votre diagnostic? Donc, quels sont les examens qu'on va demander pour avancer dans le diagnostic? Très bien, on va demander une numération de formule sanguine avec un frottis sanguin. Très bien. On va demander une IDR à la tuberculine pour voir s'il s'agit d'une tuberculose. Et on va demander une ponction ganglionnaire qui va nous permettre une étude cytologique du ganglion. Et donc, ça sera un élément d'orientation du diagnostic. Alors, il faut interpréter les résultats que j'ai donnés. Donc, la numération de la formule sanguine, vous avez un taux de globules rouges à 4 millions, un taux d'hémoglobine à 12 grammes par décilitre et un taux d'hématocrite à 37% chez un jeune homme de 35 ans. Pour vous, c'est quoi? Ce sont des valeurs qui sont légèrement diminuées par rapport aux valeurs normales chez un sujet de sexe masculin et on peut parler dans ces cas-là d'une discrète anémie. Et pareil, cette fois-ci aussi, il faut calculer les indices hématimétriques, c'est-à-dire le VGM, la CCMH, euh, calculer la valeur absolue du taux de réticulocytes qui va vous donner donc une normocytose, une normochromie avec un taux de réticulocytes qui est bas. Donc, voilà les valeurs qu'il faut calculer. Pour le taux de globules blancs, il est à 4200 éléments par millimètre cube. C'est un taux qui est normal avec un équilibre leucocytaire. Là aussi, il faut calculer les valeurs absolues. C'est un équilibre qui est normal. L'IDR est négative, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'infection récente par la tuberculose. Et la ponction ganglionnaire montre la présence de lymphocytes, de polynucléaires neutrophiles, d'histiocytes et de cellules de grande taille, parfois binucléées, avec de gros nucléoles et un cytoplasme abondant. Alors, ces cellules, qu'est-ce qu'elles vous permettent d'évoquer? Quel diagnostic allez-vous retenir?
Essayez de répondre rapidement. Donc, le diagnostic qu'on peut retenir, c'est le lymphome de Hodgkin sur la base de la description de la ponction ganglionnaire qui retrouve des cellules qui évoquent la cellule de Sternberg-Reed, parce que c'est une cellule de grande taille avec parfois un double noyau, de gros nucléoles et un cytoplasme abondant. C'est une description de la cellule de Reed-Sternberg. C'est ce qui nous permet d'évoquer le diagnostic d'un lymphome de Hodgkin. Donc, le diagnostic à retenir, c'est lymphome de Hodgkin. Quel est l'examen qui va confirmer votre diagnostic? L'examen qui va confirmer le diagnostic, c'est la biopsie ganglionnaire, parce que je vous ai dit que la biopsie ganglionnaire permettait une étude anapathe, et donc le seul moyen de poser le diagnostic, c'est l'anapathe qui va confirmer le diagnostic de lymphome de Hodgkin. Quels examens allez-vous demander pour évaluer l'étendue de la maladie, c'est-à-dire quels sont les examens du bilan d'extension, parce que chaque fois qu'on pose le diagnostic de lymphome de Hodgkin, il faut faire un bilan d'extension, donc c'est indispensable. Et donc, ce bilan d'extension, qu'est-ce qu'il va comporter? Il faut demander un examen ORL pour voir le CAVOT. Il faut demander une radiographie du thorax pour voir s'il y a est-ce qu'il y a une atteinte médiastinale, une atteinte pulmonaire, un épanchement pleural. Il faut compléter par un scanner cervico-thoraco-abdominopelvien. Mais dans le meilleur des cas, maintenant, actuellement, je vous l'ai dit pendant le cours, il faut demander un PET scan. Le PET scan, c'est un scanner évolué qui couple au scanner l'injection de glucose radioactif. Et donc, ce glucose radioactif va être capté par la cellule maligne pour son métabolisme. Et chaque fois qu'il va y avoir une cellule maligne, elle sera marquée par ce glucose radioactif. Et donc, c'est le PET scan qui est actuellement préféré au scanner classique. On demande également une biopsie ostéomédulaire dans le cadre du bilan d'extension du lymphome de Hodgkin et le taux de phosphatase alcaline qui, quand il est élevé, il signe une atteinte hépatique. Donc, voilà les examens du bilan d'extension du lymphome de Hodgkin. Si l'ensemble des examens demandés revient normal, c'est-à-dire que vous avez fait votre bilan d'extension et votre bilan d'extension est normal, comment classez-vous ce patient? Comment il sera classé? Alors, essayez de le classer, répondez-moi. Selon la classification anatomoclinique d'Ann Arbor. Donc, selon la classification d'Ann Arbor, qui reconnaît 4 stades, nous avons le stade 1 où il s'agit d'un seul territoire qui est touché, le stade 2, 2 ou plusieurs, mais du même côté du diaphragme, le stade 3 de part et d'autre du diaphragme, c'est-à-dire en sus et en sous-diaphragmatique, et le stade 4 quand il y a une atteinte viscérale. Donc là, nous avons un patient qui a une adénopathie cervicale, il a une adénopathie susclaviculaire. Donc, il a 2 territoires qui sont touchés. Et dans ce cas-là, il s'agit d'un stade 2. Donc, il sera classé en stade 2. Grand A, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout de signes généraux. Il n'y a ni amaigrissement, ni sueur profuse, ni fièvre. C'est mentionné dans le cas clinique. Donc, il sera classé en stade A. Et si on veut compléter la classification, il faut demander un bilan inflammatoire chez ce patient qui sont les signes biologiques d'évolutivité de la maladie, c'est-à-dire un dosage du fer sérique, de la TIBC du coefficient de saturation, le taux de fibrinogène, la vitesse de sédimentation, l'électrophorèse des protéines. Et si on a 2 signes biologiques inflammatoires positifs, le patient pourra être classé en petit b. Si le bilan est normal, il sera classé en petit a. Donc, voilà pour ce deuxième cas clinique. Est-ce que vous avez des questions à poser?